Amis de la basketologie, bonjour et merci de m'accueillir chez vous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors que les playoffs approchent à grande vitesse. Eh bien j'ai eu envie de me pencher sur un argument qui est très souvent avancé et que je commence à voir fuser sur les réseaux sociaux, l'argument qui consiste à dire que la défense en NBA est bien meilleure en playoffs. Attention, ça va être les playoffs, la défense va être bien meilleure, ça va être différent, tout va changer. Il y aurait un nouveau visage des playoffs. Et comme souvent, eh bien, sur cette chaîne, j'ai envie qu'on aille plus loin que les affirmations, les déclarations toutes faites. J'ai envie qu'on creuse un petit peu les choses. Et en revenant un petit peu sur les saisons précédentes, sur les exercices de playoffs précédents, eh bien, je vous propose d'essayer d'éluder cette question. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité qu'en playoff, la défense est meilleure qu'en saison régulière? Pour ce faire, on a utilisé plusieurs critères qu'on a passés au crible. Le premier, c'est le defensive rating, c'est-à-dire le nombre de points que j'encaisse pour 100 possessions jouées. Et pour comparer ce qui est comparable, c'est la méthodologie que j'ai utilisée, j'ai pris les 16 meilleures équipes de la saison régulière et je les ai comparées avec les 16 équipes qui ont fait les playoffs. Alors vous allez tout de suite me dire, mais attention Blight, les 16 meilleurs de la saison, c'est pas forcément les 16 qui font les playoffs, je le sais. Merci de votre vigilance, je le sais. Il peut y avoir quelques équipes qui faisaient partie des 16 meilleurs de la SR qui font pas les playoffs, mais globalement, vous aurez comme ça une tendance de ce qui est comparable et on va déjà dès lors écrémer les faibles équipes qui pourraient fausser la donne. Pour le critère 1, pour le defensive rating, vous avez à gauche la saison régulière, vous avez à droite le defensive rating des playoffs. On est là sur 2018, donc on est sur les derniers playoffs. Les 16 meilleures équipes de la NBA encaissaient en moyenne pour 100 possessions jouées 106 points en saison régulière. Eh bien, vous prenez toujours 100 possessions jouées et en 2018, en playoffs, ces 16 équipes qui ont fait les playoffs, eh bien, elles en ont encaissé 109. Donc, elles ont défensivement été quelque part moins performantes en playoffs qu'en saison régulière. Donc déjà, la question est-ce que la défense est meilleure en playoff, eh bien quand on compare les moyennes, cette théorie commence un petit peu déjà à s'effriter. On va regarder sur les autres saisons. On va regarder en 2017. 107 points pour 100 possessions encaissées en saison, on montait à 111 en playoff, toujours en moyenne. En 2016, on était à 103 pour 107. En 2015, on était à 103 pour 106. Et en 2014, ça semble déjà être la préhistoire, les Spurs étaient champions. Eh bien, on était à 104, 103,7 pour 108. Donc, on a des défenses qui, en moyenne pour 100 possessions, encaissent plus de points en playoff qu'en saison régulière. Déjà, ça doit vous faire tiquer. Déjà, vous devez être en train de vous dire, mais attention, il se passe quelque chose. Et là, vous allez me dire, ouais, Blight, t'es sympa. Mais les équipes les plus faibles des playoffs qui sortent au premier tour, sweepées 4-0 en réalisant une performance désastreuse, elles faussent la donne. Elles tronquent les chiffres. Vous êtes vigilant, vous êtes un esprit critique, et vous avez raison de l'être. Eh bien, j'ai anticipé votre critique. J'ai anticipé votre critique en me focalisant uniquement sur la moyenne des 4 équipes ayant atteint les finales de conférence. Comme ça, on va vraiment garder que les meilleurs. Et on va comparer ces meilleurs par rapport à ce qu'ils faisaient en saison régulière versus ce qu'ils ont fait en playoff. Eh bien, en 2018. En 2018, on a donc gardé, si ma mémoire est bonne, les Warriors, les Rockets, les Cavaliers et les Celtics. Eh bien, ces 4 équipes encaissaient en moyenne 106,6 points pour 100 possessions jouées en saison régulière, elles ont encaissé 106,2 en playoff. On est globalement à étal. C'est globalement la même chose. Si on regarde sur 2017, on a là un décrochage. C'était pas flagrant sur 2018. Sur 2017, on a un décrochage. On était à 106 en saison régulière. On en encaisse 110 en playoff. On a pareillement un tout petit décrochage en 2016. On est à 104 pour 105. Et en 2015, on est à 102 pour 103. Donc on retrouve quelque part cette tendance d'équipe. Et on a pourtant gardé que les meilleurs qui encaissent plus de points en playoff pour le même nombre de possessions jouées qu'en saison régulière. Et c'était également vrai en 2014. Quand les Spurs étaient
les champions en titre, ça remonte. Hein. Ça ressemble à un autre temps, tellement ça va vite en NBA. On ne peut pas se contenter d'un seul critère pour évaluer le niveau d'une défense. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait à présent, c'est que en playoff, quel que soit le niveau des équipes, eh bien, on est confronté à une situation où on encaisse un petit peu plus de points qu'en saison régulière. Et donc déjà, pour ce qui est de cette théorie de les défenses sont plus dures, on a plus de mal à marquer, cette théorie, elle commence déjà un petit peu à s'effriter. Peut-être parce que très souvent, ce qu'on oublie quand on parle des playoffs, c'est que certes, l'intensité, elle va augmenter, c'est incontestable. Certes, l'envie de défendre, il va augmenter, c'est incontestable. Mais à contrario, l'envie d'attaquer et l'intensité offensive, elle va elle aussi augmenter. Les joueurs, ils vont être plus agressifs vers le cercle, on va peut-être mieux exécuter nos systèmes en attaque, on va peut-être plus être concentré, on va peut-être moins gaspiller de possession en faisant n'importe quoi. Donc, la hausse de l'intensité défensive, elle est complètement matchée par une hausse de l'intensité offensive. Et finalement, on se retrouve dans le même cas de figure, voire dans un cas de figure qui dégrade encore un petit peu les qualités de défense. Mais explorons d'autres facteurs pour avoir une vision plus globale. Critère 2, on va prendre les tirs contestés. Grâce à la magie des stats avancées, vous pouvez avoir maintenant plein de données sur ce qui se passe dans les matchs. Grâce au système SportVU, il y a des dizaines de caméras qui quadrillent, je ne parle pas des caméras de retransmission des matchs, mais c'est des caméras de capture des séquences, qui compilent automatiquement en fait plein de données factuelles, métriques, notamment les données sur les tirs contestés. Alors qu'est-ce qu'un tir contesté? C'est un tir où le défenseur était à peu près à 1 mètre ou moins quand l'attaquant a déclenché son tir. C'est ça qui est considéré comme un tir contesté. On ne va pas rentrer dans le détail, est-ce qu'il était bien ou mal contesté, est-ce qu'il avait levé les bras ou pas. On n'en est pas encore là, hein, dans le stade de l'évaluation de la contestation, mais au moins on peut comparer en fréquence saison régulière versus playoff en partant du principe que si la défense augmente, si la défense est meilleure, on a plus de tirs contestés, on a moins de tirs ouverts à contrario. Donc on va aller vérifier ça. Et bien en 2018, on avait 64,9 tirs contestés pour 100 possessions en saison régulière. Et on se retrouve à 64,7 tirs contestés pour 100 possessions toujours en playoff. Donc on se retrouve dans la continuité complète de saison régulière versus playoff. Et on a toujours gardé les 16 meilleures équipes SR versus les 16 équipes qui ont fait les playoffs. Ça, c'était les valeurs pour 2018. Sur 2017, eh bien, on retrouve une tendance avec, en gros, 64 tirs contestés pour 100 possessions. On était monté à 66. Donc, il y avait peut-être une petite hausse des tirs contestés. J'aurais aimé explorer les années d'avant, avoir un petit peu plus de recul, plus de données. Malheureusement, ces données ne sont disponibles qu'à partir de la saison 2015-2016 et les playoffs 2016 sont compilés, mais pas la saison régulière. Tout ça vient du site nba.com, donc j'ai pas plus de recul, mais globalement, au niveau de la fréquence des tirs contestés, même si on n'a pas beaucoup de recul, on est globalement dans la continuité de la saison régulière en playoff. On n'a pas une explosion des tirs contestés, on n'a pas donc une explosion de la qualité du marquage défensif, on a toujours quelque chose qui est dans la prolongation de ce que les équipes proposaient déjà en saison régulière. Explorons un troisième critère. On a vu le niveau défensif global, on a vu le nombre de tirs contestés. Voyons maintenant ce qu'on appelle les deflections, c'est-à-dire pas forcément les interceptions, pas forcément les ballons perdus, les pertes de balles provoquées, mais simplement le fait d'aller contester les passes, d'aller dévier en fait, si vous voulez, une passe, qui est aussi un marqueur de l'intensité. C'est-à-dire que on pourrait s'imaginer qu'en playoff, ça défend beaucoup plus dur, et donc les lignes de passe sont beaucoup mieux défendues, et donc il y a beaucoup moins de passes qui arrivent à destination, il y a beaucoup plus de passes qui sont déviées pour aller en sortie et l'attaquant la récupère, ou déviées pour provoquer une interception et derrière lancer une contre-attaque. Évaluons ce critère-là, qui est toujours un indicateur intéressant de la qualité potentielle d'une équipe en défense. Et bien en 2018, donc sur les playoffs de la saison passée,
On était à 15,6 deflection pour 100 possessions en saison régulière. On est à 15,3 en playoff. On retrouve continuité, saison régulière, playoff. En 2017, on était à 16,8 en saison régulière. On tombe à 16,6 en playoff. On retrouve une nouvelle fois la continuité. Saison régulière, playoff. Alors vous allez me dire, ok, la défense est peut-être finalement pas beaucoup plus importante, en tout cas pas beaucoup plus impactante en playoff qu'en SR, mais ça joue beaucoup plus lentement en playoff. Le tempo se ralentit, il y a beaucoup plus de séquences placées mi-terrain, et donc le jeu change, la donne change. Allons évaluer un petit peu les paces entre saison régulière et playoff, toujours en analysant les 16 meilleurs qui étaient sur la saison régulière et qui se sont retrouvés en playoff. En 2018, on avait 97,9 possessions jouées en moyenne par match en saison régulière. On est tombé à 96,9 en playoff. En 2017, on était à 96 pour 95. En 2016, on était à 96 pour 93. En 2015, on était à 95 pour 95. Donc, il y a effectivement, et là pour le coup, ça apparaît, il y a effectivement un phénomène de ralentissement du jeu. On joue un petit peu plus lentement. Maintenant, on n'est pas en train de parler de séquences qui arrivent complètement au ralenti. On est en train de parler de une possession par équipe en moins jouée par match. On n'est pas en train de parler de plus que ça. Donc quand vous entendez le tempo se ralentit en playoff, ayez toujours en tête qu'on parle de une possession en moyenne jouée en moins par match. Donc certes ça ralentit, mais si vous êtes à 140 sur l'autoroute et que vous passez à 135, ok vous ralentissez, mais vous êtes toujours au-delà de la vitesse limite autorisée. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait un transfert de séquence de jeu. Et pour ça, on va prendre l'exemple des Warriors. On va prendre l'exemple des Warriors, l'exemple des champions en titre, parce que ils ont joué 82 matchs de saison régulière et ils ont joué beaucoup de matchs de playoff. Donc on a un échantillon qui est effectivement représentatif. Et puis, c'est une équipe qui joue assez vite. Donc c'est toujours intéressant d'analyser une équipe qui joue assez vite pour voir si, arrivé au moment des playoffs, cette équipe, elle se retrouve à ralentir à mort, si on déploie les parachutes et qu'on freine tout ça. Eh bien, ça, c'est 2018. Ça, c'est 2018. Eh bien, en playoff, en moyenne, on jouait 16,8% de nos séquences en transition, donc en jeu rapide, et 83,2% des séquences en jeu placé mi-terrain. Eh bien, ces chiffres étaient de 18,6 pour 81,4 en saison régulière. Donc on retrouve ce petit phénomène de ralentissement, mais qui, une nouvelle fois, n'est pas flagrant. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer 81% du temps en séquence placée mi-terrain en saison, on en joue 83 en playoff. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on a perdu en jeu rapide, on l'a récupéré en possession où il restait que 4 secondes sur l'horloge des 24. C'est-à-dire que le ralentissement se fait quelque part avec un transfert de séquence où on est allé chercher un panier en 4 à 5 secondes vers des séquences où on a été obligé de chercher un panier quand il restait que 4 ou 5 secondes sur l'horloge. Donc ce qui est un marqueur effectivement quelque part d'une défense qui a été peut-être un petit peu mieux en place, qui a un petit peu mieux replié, un petit peu mieux contesté le jeu en transition et qui a obligé à contrario, on est en train de parler d'une possession, ce qui a obligé à contrario une possession peut-être à aller un petit peu plus loin sur l'horloge des 24 qu'à l'accoutumée. Et si on regarde la tendance sur 2017, les playoffs 2017, on retrouve à peu près la même chose. On était à 80-20, on retrouve le 80-20 des deux côtés. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a joué plus vite en playoff qu'en saison régulière côté Warriors, mais ça ne joue à rien. Donc, partez du principe que globalement la tendance elle est la même. En 2016 on était à 84-16, on tombe à 82-18 si vous voulez, et en 2015 on était à
pour 17 et on tombait à 98. Donc, mini phénomène de ralentissement, surtout marqué par des séquences de transition qu'on a un petit peu moins souvent, qui se transforment en des séquences où on a été obligé de tenter un tir assez tard sur l'horloge des 24 secondes, mais une nouvelle fois, on est en train de parler d'une possession. On n'est pas en train de parler de la moitié du match. Donc, soyons raisonnables, il faut raison garder sur cet adage qui veut que ça ralentit énormément en play-off. Et puis, dernier élément qui revient assez souvent dans la discussion, ouais mais en play-off, il y a beaucoup plus de fautes, les arbitres sifflent beaucoup plus, alors qu'en saison ils laissent jouer. Ou alors, on m'a présenté l'argument inverse, ouais en saison régulière, il y a plein de coups de sifflet, et puis en play-off, les arbitres avalent leur sifflet et ils laissent jouer, donc c'est plus compliqué. On va aller regarder au niveau des fautes. On va faire une analyse quantitative du nombre de fautes sifflées par match. On va voir s'il y a effectivement un facteur faute, un facteur coup de sifflet entre la saison régulière et les playoffs. Et bien en 2018, on avait à peu près 20 fautes sifflées, 20 fautes individuelles si vous voulez attribuer. En saison régulière, on est à 21 en playoff. Donc, il y a un petit peu plus de fautes en plus, mais on est en train de parler d'une faute. On est en train de parler effectivement de la faute où il y avait un joueur qui s'apprêtait à aller tout seul en contre-attaque. En saison régulière, on l'aurait laissé aller tranquillou. Et en play-off, ouais, le mec va revenir, va essayer de repasser devant, va faire faute. Voilà, on est en train de parler de cette faute-là. On n'est pas en train de parler de 15-20 coups de sifflet en plus et de 50 fautes sifflées en play-off quand il n'y en avait que 25 en saison régulière. On est encore une fois sur des évolutions qui sont très peu marquées. On retrouve exactement la même tendance en 2017. 20 fautes en SR, on est à 21 en play-off en 2016. On retrouve le 20 pour 21. Donc on retrouve cette même tendance. On est toujours sur un delta pour 100 possessions jouées. Donc vous voyez que finalement la fréquence de coups de sifflet des arbitres, elle n'évolue pas spécialement dans le temps. On reste dans la continuité. Donc il y a une forme de cohérence, si vous voulez, de l'arbitrage. N'en déplaise à certains qui ne cessent de polémiquer sur les réseaux sociaux. Et on arrive donc à l'heure du bilan. On arrive donc à l'heure du bilan après avoir passé au crible pas mal de paramètres, pas mal de facteurs. En play-off, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une incontestable hausse de l'intensité. Elle est flagrante. Ne serait-ce que quand vous regardez les matchs, effectivement, tout le monde veut courir plus vite, tout le monde veut défendre plus dur, tout le monde veut s'appliquer davantage, mais il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette hausse de l'intensité, elle est certes valable en défense, mais elle est aussi valable en attaque. Et la hausse de la qualité d'attaque neutralise la hausse de la qualité de la défense, et au final, et c'est ce qu'on a constaté, on a quand même en play-off le sentiment que l'attaque prend le pas et que finalement la défense se dégrade un tout petit peu. Donc les défenses, est-ce qu'elles sont meilleures en play-off? On n'a aucun argument concret pour l'affirmer, tout simplement parce qu'elles doivent faire face à des attaques qui sont elles aussi meilleures. Et tout ça se neutralise quelque part. Il y a des ajustements des coachs. Il y a des ajustements parce qu'on a le temps. On a le temps de travailler l'adversaire qu'on a en face. Les équipes qui vont rencontrer les Rockets, elles vont avoir le temps de passer au crible un petit peu les tendances de tout le monde. Et on va se rendre compte que Harden, il déteste attaquer main droite. C'est ce que je vous avais présenté sur Twitter avant que les Bucks ne l'exploitent dans un match de saison régulière, ce qui a été assez fascinant à voir. Quand Harden, il part main droite, il est 10 à 30% moins efficace, 10 à 30 points de pourcentage, devrais-je dire, moins efficace que quand il part à gauche. Donc, tout le monde va l'orienter à droite. Évidemment, on va faire une orientation ultra marquée pour l'orienter à droite. Ça, c'est un ajustement défensif. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? En face, il va y avoir un ajustement offensif. Ok, vous voulez orienter Harden à droite. Eh bien, on va poser tous les écrans pour Harden pour qu'il puisse sortir vers la gauche. Résultat, Harden, il va quand même in fine réussir à sortir à gauche. Et ce qui était finalement une augmentation des qualités de défense va être compensé par une augmentation des qualités d'attaque. Et tout ça se neutralise. Donc n'oubliez jamais que la hausse de l'intensité en défense, elle est aussi matchée par une hausse de l'intensité en attaque. Il y a un phénomène en play-off d'écrémage des mauvaises équipes.
Parce que les 14 plus mauvais de la NBA, les Knicks, les Suns, ces équipes assez pathétiques en défense, elles sont plus là. Donc ces défenses atroces, on ne les voit plus. Mais il y a aussi, à contrario, un phénomène d'écrémage des mauvaises attaques. Donc, quand vous défendiez très bien face aux mauvaises attaques de la NBA, eh bien, vous êtes maintenant obligé de défendre très bien face aux meilleures attaques de la NBA. Et ça devient évidemment plus compliqué. On a tous en tête des images de playoffs ultra serrés et défensifs, les Knicks Heat des années 90, mais c'est une page qui est quelque part révolue. C'est une page qui est quelque part révolue parce que les règles, l'arbitrage a changé. On est dans ce que j'appellerais la troisième ère de l'attaque dans la NBA. Il y a eu l'ère des grands pivots, des pivots dominants. Il y a eu l'ère du jeu ralenti ultra défensif dans les années 90 et l'explosion du tir à mi-distance dans les années 90. Et on est maintenant dans l'ère des arrières, dans l'ère du spacing, dans l'ère du tir à 3 points. Et c'est défensivement très très difficile à couvrir, c'est très difficile à défendre parce que vous devez couvrir l'intégralité du terrain. Le spacing est tellement large et tellement grand que défensivement, vous devez être amené à être aux quatre coins du terrain, alors que dans les années 90, vous vous concentriez sur les tirs à mi-distance et dans les années 80 sur le tir dans la raquette. Donc la focalisation de la défense, elle est beaucoup plus large et c'est donc beaucoup plus compliqué quelque part de défendre. Donc image de playoff ultra serré et ultra défensif. Mais ça c'était avant, j'ai envie de dire, mais ça c'était avant parce qu'en 2018, on a tendance à l'oublier, on se souvient des matchs défensifs, des matchs au buzzer, mais on a tendance à oublier que 16 matchs sur 78 en 2018 ont été des matchs à plus de 20 points d'écart. Il y a eu des quantités colossales ces dernières années de blowout en playoff, où les défenses ont été complètement dépassées, elles ont été inexistantes et des équipes se sont fait écraser. C'était pas en saison, c'était en playoff. Et on a eu 29 situations la saison passée en playoff où des équipes se sont retrouvées à plus de 120 points pour 100 possessions jouées, à 1,2 points par possession, ce qui est énorme, ce qui est absolument colossal. La moyenne NBA, c'est 108 points pour 100 possessions. Donc on a eu des orgies offensives la saison passée en playoff, on en a eu beaucoup. Et qui dit orgie offensive dit défense inexistante ou défense dépassée. Donc ayons aussi ça en tête. Et on a en moyenne la saison passée en playoff 85 situations sur 164 possibles où eh bien, on a une équipe qui a eu un rendement offensif qui était supérieur à la moyenne de la saison régulière. Moyenne sur l'intégralité des équipes, y compris les équipes les plus faibles. Donc est-ce que c'est plus défensif en playoff? Eh bien non, pas vraiment. C'est pas plus défensif en playoff qu'en saison régulière. On est dans la continuité quelque part de ce qui se passait dans la saison régulière. Et si on va sur 2017, eh bien on avait 21 matchs sur 76 à plus de 20 points d'écart. On avait 43 situations sur 152, avec des équipes à plus de 120 points pour 100 possessions, 43 orgies offensives. Ne venez pas me parler de défense quand vous avez pratiquement un tiers des matchs où on était à plus de 120 points pour 100 possessions, en tout cas un tiers des feuilles de match par équipe où on était à plus de 120 points pour 100 possessions. On en revient toujours à ce que je n'ai eu de cesse de vous dire depuis l'existence de cette chaîne. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Et si on n'a pas semé une défense de qualité en saison régulière, il n'y a aucune raison qu'on récolte en playoff une défense de qualité. Certes, on va pouvoir augmenter l'intensité, mais si chacun dans son coin augmente son intensité, vous n'avez pas forcément au global une intensité collective qui fait que collectivement votre défense, elle est efficace. Et puis, c'est surtout faire l'impasse sur ce que je vous disais. Certes, il y a une hausse de l'intensité défensive, mais il y a aussi une hausse de l'intensité offensive. Et comme on est dans une NBA 2019, et c'est le cas depuis maintenant une dizaine d'années, qui est complètement tournée vers l'attaque, avec du spacing, avec du tir à 3 points, avec ce jeu très 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 étiré pour ouvrir les drives, et on a cette NBA binaire 3 points à 60% au tir réel, ou tir en dessous à 60%
au tir réel, eh bien, on a une maximisation des qualités d'attaque qui fait que eh bien, la défense, elle n'arrive pas à être meilleure en play-off. Alors, on a un ralentissement qui est léger, une possession. On a une petite hausse des fautes, mais c'est léger, on parle d'une faute en plus par match. Et on a surtout un niveau global défensif qui est complètement matché par eh bien, la hausse du niveau global offensif. Donc, a priori, au vu des éléments, eh bien, la défense, elle n'est pas vraiment meilleure en play-off. On retrouve en play-off la même défense qu'en saison régulière, avec des petits ajustements tactiques qui sont super intéressants, qui sont à leur tour matchés par des ajustements tactiques offensifs. Et c'est la guerre des coachs, et c'est ça qui est sympa. Et là, on est en basketologie. Merci de votre attention, et bon match à tous.